toute façon, j'ai fait médecine, pas pour être médecin, pour avoir la légitimité et les connaissances. J'ai trouvé le moyen de divorcer au milieu. C'est un petit peu compliqué, parce que je n'avais pas beaucoup de ressources. En tant qu'étudiant en médecine, on gagne rien. Bon, avec 3 enfants, j'arrivais même pas à payer mon loyer. On s'écoute pas, et là, je trouve que si on n'est pas soi-même, de toute façon, on peut pas vraiment réussir. Il faut aller dans ce pourquoi on est fait, et il faut y aller. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Depuis maintenant 10 ans, j'admire le travail de Bernadette et je sais que je ne suis pas la seule. Je connaissais notamment un de ses livres qui était mon meilleur compagnon avant d'accoucher de mon premier enfant. Mais j'étais très loin d'imaginer quelle femme extraordinaire elle est. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Et super nouvelle de la semaine. Demain va sortir mon premier livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ? Je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode des coulisses. J'espère en tout cas de tout cœur qu'il vous plaira. Vous pouvez dès à présent aller le réclamer à votre libraire. Je ferme la parenthèse pour revenir à Bernadette. Elle a grandi à la campagne, dans une ferme totalement isolée. Mariée à 20 ans, elle part vivre à Paris et est diplômée de Sciences Po et Dauphine. Bernadette commence sa carrière dans les télécoms jusqu'à ce qu'elle découvre le yoga. Elle devient alors professeure et crée les premiers cours de yoga prénatal en France. Parce qu'il lui manquait des connaissances et de la légitimité, elle décide donc, à 38 ans, de s'inscrire en fac de médecine, alors qu'elle avait 3 enfants. Nous sommes 37 ans plus tard, Bernadette est médecin, et ses équipes ont formé plus de 80% des maternités françaises. Elle est l'auteure d'un grand nombre de best-sellers. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du docteur Bernadette de Gasquet. Bonjour Bernadette. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît ? Après concertation avec mes filles, parce que maintenant je suis presque plus jamais toute seule, je suis beaucoup avec mes filles, on a décidé de parler d'élastique. D'accord. Parce qu'elles trouvent que je suis, en tout cas pour mon âge, pas mal flexible et j'espère l'être un petit peu au niveau mental. Ne pas me rigidifier avec l'âge. On en parlera de la relation que vous avez avec vos filles. Est-ce que, avant ça, vous pouvez nous parler de là où vous êtes née, où est-ce que vous avez grandi ? Alors, je suis née à Perpignan au mois de juillet, donc je suis une fille du soleil. Et ensuite, j'ai grandi dans une ferme de la Haute-Vallée de l'Aude, une ferme très isolée, sans route pour y aller, donc loin des écoles, loin de tout, quoi. Et donc, mes parents n'étaient pas des paysans, ce qui fait qu'ils découvraient la nature, les animaux, avec un regard un peu enfantin, un peu émerveillé. Et moi, j'ai beaucoup vécu très proche des animaux. Ils faisaient quoi comme métier, vos parents ? Ah là là. Non, ma mère a fait toutes sortes de métiers. Elle a été aussi bien infirmière que danseuse de Irène Popard, que elle a travaillé aussi dans les télécoms. Enfin, elle n'était pas salariée ou employée quelque part. Et puis, à la ferme, elle s'est occupée des vaches et du développement de la ferme. Et mon père avait eu un garage après la guerre. Ils se sont connus, ils étaient résistants tous les deux, ils se sont connus dans la résistance. Okay. Et puis il a été malade et il ne pouvait plus rester à la Tour de Carol parce qu'il fallait passer des cols à chaque fois qu'on allait sur Perpignan et il avait des problèmes cardiaques. D'accord. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé acheter une ferme parce qu'on n'avait plus de sous, plus rien.
Voilà, il y avait beaucoup d'espace, mais c'était pas cultivable, c'était vraiment la vie sauvage, quoi. Et vous aviez quel âge quand vous avez déménagé là-bas, vous? 5 ans. D'accord. Ouais, donc pas encore forcément un âge de pouvoir se rappeler vraiment de la vie avant, ou quand même un petit peu? J'ai quelques souvenirs, c'était à la Tour de Garage, j'ai quelques flashs, mais bon, Ouais. là, jusque-là, c'est une vie, comment dire, peut-être rien de spécial à dire, quoi. C'est D'accord. une vie Et, d'enfant avec mon grand-père, le père de ma mère, ouais. et ma mère, mon père, voilà. Et à cette époque-là, c'était quoi vos rêves d'enfant? Avant 5 ans, j'ai du mal. J'ai Ouais. du mal. Et après? Voilà. Après, en fait, on avait tellement d'espace, on avait tellement de choses qui poussaient naturellement. Il y avait des fruits, il y avait dans la nature presque de quoi survivre. Et je me disais, mais tous ces gens qui meurent de faim, pourquoi ils viennent pas ici? Je rêvais de faire une espèce de paradis terrestre pour les gens démunis, parce que je me suis dit, ben, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les plantes, pour les escargots, je sais pas, on avait des animaux, on faisait tout, le beurre, on faisait le fromage, on élevait les poules, enfin, on était vraiment presque en autonomie. Je me disais, mais tout cet espace, il pourrait... Voilà, je ne comprenais pas qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Voilà. D'accord. Et quand il s'agit de choisir du coup ce que vous alliez faire comme étude, comment ça s'est passé? Peut-être avant ça, il faut parler du primaire. Ouais. Comme j'étais loin du hameau auquel on était rattaché, du village où il y avait l'école, en fait, c'est ma mère qui m'a appris à lire, écrire, compter. D'accord. J'ai été inscrite au cours par correspondance à Vanves, c'est toujours ça existe toujours. Et donc, je ne suis pas allée à l'école jusqu'en 6e. D'accord. Voilà. Et j'avais une maîtresse. Le système était que c'était des maîtresses, des maîtres handicapés qui ne pouvaient pas faire école, mais qui donc faisaient par radio à l'époque. En 6e, du coup, c'était en 6e, du coup, l'école par la radio? Non, c'est tout le primaire. Tout le primaire, d'accord. Ok. Et donc, radio, et donc j'avais une maîtresse qui m'a suivie tout du long du primaire. On avait beaucoup d'affinités, on s'écrivait, je lui envoyais des photos de mes vaches, je lui faisais des écharpes à Noël au crochet. Enfin, c'était quelqu'un pour moi de très important, ma maîtresse. Et la première fois que je suis venue à Paris, évidemment, j'ai voulu la rencontrer. Oui. Et il y avait quelque chose de très différent, quoi. C'était. Ouais, comment vous l'avez vécu? Parce que parfois, en effet, quand on entretient une relation à distance avec une personne par téléphone et quand on la voit, il y a des choses qui se passent. Comment ça s'est passé? Non, ça a été bien au sens où pas de déception, elle m'attendait avec tout le dossier de mes lettres, de mes photos, de mes poèmes. Et voilà. Mais comme elle était vieillissante, d'ailleurs, elle m'a remis certaines choses en me disant, il faut mieux qu'elle soit chez vous. Voilà. Ah, super. Et vous, comment vous l'avez vécu, le fait de pas aller à l'école, d'avoir des amis à aller de classe au primaire? Quand on ne connaît pas, on ne se rend pas compte. Ouais. Je n'avais pas de manque. J'étais avec des adultes. Vous n'aviez pas de frères et sœurs? Alors, j'avais une petite sœur qui avait 6 ans de moins que moi. D'accord. Et un demi-frère qui était le fils de ma mère, mais qui était pensionnaire et qui ne vivait pas avec nous. Je voyais rarement, mais quand même qui a beaucoup compté pour moi. Et essentiellement parce qu'il a été appelé comme militaire, enfin, son service militaire en Algérie, il a été tué là-bas. Donc, ça a été un événement très, très, très important dans la vie de ma mère. Et du coup, voilà. Peut-être que si il avait vécu sa vie, il aurait été moins important. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, j'ai pas eu de manque.
en fait, j'étais très proche des animaux. Vraiment, j'allais garder les vaches, mais c'est elles qui me gardaient. J'étais dans les arbres. Je lisais beaucoup. On allait une fois par mois à la ville, à la bibliothèque de la ville, et je prenais des livres, mais des livres qui étaient un petit peu, finalement, pas des livres d'enfants. J'étais un petit peu, voilà, peut-être un peu trop sérieuse, mais j'avais des lectures que des enfants de mon âge n'avaient pas. Et effectivement, j'étais un peu décalée. Parce que c'est quoi vos lectures? Bon, par exemple, un truc qui m'a beaucoup marqué, Hermann Chatrian. Bon, personne ne connaît aujourd'hui. Ouais. Ce qui me reste, c'est justement parce que c'est encore d'actualité quelque part. C'était l'époque, il décrivait les débuts des trains, des chemins de fer. Et c'était des monstres, les chemins de fer. Et il était vraiment dit que les femmes ne devaient pas emprunter les chemins de fer, elles devenaient stériles, elles faisaient des fausses couches. Enfin, ce qu'on entend encore facilement aujourd'hui, dès qu'il y a un truc nouveau, les femmes, la stérilité, les fausses couches, forcément, ça va nous tomber dessus. Alors, des fois, je repense à ça, je dis, bon, il ne faut pas prendre le train. Ouais. Donc, comme quoi, voilà, ça, quelque part, les choses n'évoluent pas autant que ça. Et puis, je ne me souviens plus, évidemment, des trucs comme Croque-Blanc. Et j'avais gagné un concours, mais ça, c'est un tout petit peu plus tard, de rédaction. Départementale ou je ne sais plus, enfin un truc, et j'avais gagné toute la collection des livres Heidi. Ah. Heidi Grandier, Heidi à la ferme, et machin. Mais c'était pas Martine, c'était assez profond comme thématique, c'était quand même romancé, mais voilà. Et donc je lisais énormément, j'écoutais la radio, j'avais mes cours par radio. Ouais, c'était hyper avant-gardiste, en fait, d'avoir des cours par la radio. D'un certain point de vue, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait même pas le téléphone. Hein. Et dans la ferme, en tout cas, je me souviens que j'étais très, très, très sérieuse. Et on avait des cours de chant. Ah oui. Et de tout. On avait des cours à l'école, quoi. Quand c'était l'heure du chant, j'étais là. Qui en répéter. Je me revois encore, ça me fait rire aujourd'hui, mais j'étais très sérieuse. Pendant cette enfance-là, franchement, j'étais très heureuse, très, très libre. Je me levais quand je me levais. On n'avait aucune contrainte. Oui, et puis il n'y avait pas de risque. Vous étiez. Ouais, c'est ça. Et du coup, vraiment, bien sûr, j'avais aucun confort moderne, mais un enfant n'en a rien à faire, mais vraiment rien à faire. On n'avait pas l'eau chaude, ni l'eau au robinet, il fallait aller chercher l'eau au puits. On faisait chauffer un peu d'eau pour se laver. On ne se douchait pas, hein. On ne faisait pas des grands bains. C'était des petites toilettes de chat, ouais. Mais bon, pour les enfants. Oui, au contraire, c'est pas grave, quoi. Voilà, c'est ça. C'est après que ça a été un petit peu difficile le décalage, mais bon. Quand vous êtes arrivée en 6e ? Eh oui, parce que là, je suis passée de la liberté totale à pensionnaire. Pensionnaire avec juste revenir pour les vacances, les vraies vacances. Mais voilà, on peut... Parce que l'acclimatation, j'imagine, d'être seule, entre guillemets, dans un énorme espace, plus le fait de vivre à votre rythme. Oui, puis là, j'étais quand même très décalée vis-à-vis des autres enfants, de ce qu'ils avaient vécu, de leurs vêtements, de tout. Enfin, j'étais d'un autre monde. Alors, je ne sais pas si c'est une chance, je pense que oui. C'était juste après le décès de mon frère, qui a énormément, évidemment, affecté ma mère, ce qui fait que j'ai pris sur moi. Mes petits bobos, mes petits trucs de gamine dont on rigolait, j'allais pas l'embêter avec ça, entre nous. Et puis, en fait, l'embêter entre Noël et Pâques, je les voyais pas. Donc, oui, vous n'avez pas le téléphone. Voilà, non, il n'y avait pas de téléphone. Bon, les lettres, tout, je n'allais pas me lamenter. Elle avait autre chose à faire. Et du coup, ça m'a responsabilisée, mais
peut-être c'est pas plus mal finalement. Avec, ça vous a fait grandir dans tous les sens d'un coup. Obligé, mais un peu. Et puis, alors, la première année, malgré tout, j'étais pensionnaire à Toulouse chez des religieuses. Ce qui, pour certains, peut être perçu négativement, et pour moi, était une chance, parce que finalement, malgré tout, elle maintenait une vraie discipline, ce qui fait que les autres filles ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec moi. Ouais. Alors, bien sûr, c'était des choses que j'avais jamais connues. Il fallait cirer ses chaussures tous les soirs, moi, à la ferme. Ouais. Et voilà, il fallait montrer qu'on se limait les ongles, etc. Enfin, c'était très, très... Mais j'étais protégée quand même. Cette première année, j'ai été protégée par toute cette discipline. Puis après, j'ai présenté le concours des bourses. À l'époque, il fallait. Hein. Et je suis allée au collège public à Carcassonne. Et là, c'était beaucoup plus violent. Beaucoup plus violent parce que les autres filles n'avaient... C'était que les filles. Hein. À l'époque, on avait les collèges filles, les collèges garçons, on ne se mélangeait pas. Mais les filles, entre elles, c'est pas forcément très sympa. Non. J'étais un petit peu le souffre-douleur parce qu'on se moquait de moi. Je n'étais pas habillée comme les autres. C'est ma mère qui tricotait mes chaussettes, tout. Quoi. Et j'avais des grandes tresses. D'abord, je m'appelais Deux et au collège, Bernadette, enfin bref. Une période un petit peu difficile, là aussi, d'adaptation. Quand je vois aujourd'hui le harcèlement à l'école, parce que j'ai une petite fille qui est un tout petit peu qui a eu quelques moments difficiles l'année dernière, maintenant ça se passe autrement, mais ma sœur, plutôt mon beau-frère me dit, mais souviens-toi que toi, mes heures de récréation, j'avais une seule amie, on allait se cacher dans les poubelles pour que les filles nous foutent la paix. Ah, c'est fou, ouais. Donc, elle me dit finalement. Ça a toujours été, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles formes, mais... ouais. Et puis, là aussi, quelque part, finalement, ça a été pas trop négatif, c'est-à-dire que j'avais la chance, à cette époque, d'être justement très différente des autres. Donc, les rédactions, elles ne se ressemblaient pas, mais mes rédactions à moi, je parlais justement de cette connaissance de la nature, de tout ce que j'avais lu, alors que les autres filles étaient à un niveau plus standard. Et finalement, ça a été ma monnaie d'échange. C'est-à-dire que beaucoup de filles me disaient, tu ne peux pas me faire la rédaction. Et j'étais capable de faire 5 rédactions différentes sur le même sujet. Et du coup, au bout d'un certain temps, où je disais toujours OK, puis la meneuse du groupe un peu qui se moquait a décidé que ça suffisait et elles arrêtaient de m'embêter et finalement on est devenues très amies toutes les deux. Elle était à mon mariage. D'accord. Ah oui, vous êtes pas revancharde, c'est beau. Hein. Enfin en tout cas à l'époque. Mais et du coup. Aujourd'hui, je suis capable d'écrire plusieurs livres, plusieurs articles sur le même sujet, mais pas tout à fait pareil. Voilà. Ouais. Et j'ai horreur de répéter des cours. Bon, il faut vraiment que j'apporte toujours un truc différent, sinon je ne vois aucun intérêt. Ouais, rien que pour vous même, en fait. Voilà. De réciter le cours, de temps en temps, avec les QCM, ça pose problème, mais voilà, et c'est un peu pour ça que j'ai quand même, encore aujourd'hui, souvent des idées un peu plus originales parce que voilà, j'ai des références très, très variées finalement. Voilà. Et quand j'étais jeune, je ne voyageais pas, mais après j'ai beaucoup voyagé et ça aussi c'est super. Et comment vous vous en êtes rendu compte justement que c'était quelque chose qui vous plaisait et justement d'écrire sur un même sujet de façon différente? Je crois qu'à l'époque, on n'avait quand même pas tous les moyens d'expression d'aujourd'hui et l'écriture était un moyen d'expression. J'écris des poèmes.
quand j'étais gamine, comme beaucoup d'enfants écrivent des poèmes. Simplement, la première fois où j'ai rencontré l'école communale, c'était en fin d'année, l'école de la mairie où j'étais inscrite. J'allais pas à l'école, mais je faisais partie de la commune. Ils m'ont dit, on fait un voyage à la mer. On était dans la haute vallée de l'Aude et ils allaient passer une journée à la mer, à Narbonne, et ils m'ont conviée. Donc voilà, j'étais toute contente. Et au retour, il fallait écrire quelque chose sur cette journée à la mer. Moi, j'écris un poème. Et la maîtresse se dit, elle a dû lire ça quelque part, pas se souvenir très bien, parce que c'était loin d'être parfait, mais elle recopiait quelque chose, quoi. Donc, elle me dit, tu peux continuer. Ben, je continue, pas de problème. Et bon, voilà. Et j'écrivais à l'oreille, à la musique, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire. Ouais, ça a toujours été quelque chose... Voilà. Et après, j'ai eu très envie de transmettre. Parce que, malgré tout, j'ai un peu galéré toute seule au début. Enfin, quand j'ai fait du latin, parce que tout le monde faisait du latin, mais ma mère, qui était une originale, hein, ma mère, bon, pour elle, il fallait français, maths, voilà, le reste, histoire géo, très secondaire, et la grammaire, très secondaire. Donc, j'avais fait très peu de grammaire française. Je fais du latin, complément de nom, complément indirect. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bon, voilà, c'est pas grave. Et j'ai quand même un peu galéré. Et ma petite sœur, je me disais, je ne veux pas qu'elle galère comme ça. Je vais l'aider, je vais lui faciliter la tâche. Et j'avais envie quand tout d'un coup je comprends quelque chose, et c'est encore vrai aujourd'hui, j'ai une illumination et j'ai envie de le dire à tout le monde. Et ça me réjouit. Alors, les illuminations, de temps en temps, ça tombe à plat. Mes filles me disent oui, maman. Bon, je dis, bah voilà, dans le temps, il n'y avait pas de calendrier. Comment on savait la date des dernières règles? Eh bien, on regardait la lune. Et c'est comme ça que, finalement, la lune, elle était toujours là. Et les gens se sont repérés à la lune parce qu'il n'y avait pas de calendrier. Moi, je découvre ça, je suis très contente. Ça n'a pas l'air de les enthousiasmer plus que ça. C'est génial. C'est vrai qu'on se pose... Enfin, moi, je ne me suis jamais posé la question et c'est vrai que ouais, c'est... Là, chaque fois qu'elle est comme ça, je saigne. Et puis, tiens, ça fait 3 fois qu'elle est comme ça, je n'ai pas saigné. Enfin, voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, donc vous allez donc au collège et au moment du lycée, comment ça se passe donc du coup le choix de ce que vous voulez faire? Difficile. Donc j'étais assez bonne en maths et assez bonne en français. En revanche, je détestais la chimie parce qu'il fallait apprendre par cœur des formules et ça, c'est pas mon truc. La physique, c'était moyen. Un peu moins bonne qu'en maths. Et puis, français, j'étais bonne, mais en langue, je n'étais pas bonne, parce qu'il faut quand même de la grammaire. Bon. Et ça a toujours été... Donc, j'ai continué, j'ai fait une section C qui était à l'époque scientifique et un peu littéraire quand même. Et puis là, il y avait... et la philo, j'ai adoré la philo. J'avais un prof génial et vraiment la philo, j'ai adoré. Mais faire de la philo, si on n'est pas complètement littéraire, latin, grec, bon, je ne fais pas de grec et tout. Et mon prof de philo venait voir mes parents en disant, il faut qu'elle aille là-dedans. Et mon prof de maths venait voir mes parents en disant, non, il faut qu'elle fasse des maths. Et moi, en fait, je n'avais pas vraiment d'idée. J'ai fait une première année de fac de sciences parce que c'était plus, quelque part... on me disait que ça ouvrait plus de portes. Ouais, déjà à l'époque. Oui. Et puis, mon père avait comme modèle sommet de l'intelligence Polytechnique. Bon. À l'époque, les femmes ne pouvaient absolument pas, j'aurais jamais été capable de toute façon, mais je veux dire. Donc, quelque part, il se rabattait un peu sur si ma fille fait fac de sciences. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé parce que j'ai attrapé une hépatite A,
c'est-à-dire pas méchante, mais qui m'a mis à plat pendant très longtemps. Au début de l'année, quand je suis revenue, j'ai décroché total. Puis je me suis dit non, c'est pas ça. Donc j'ai, entre guillemets, perdu une année de fac comme beaucoup de gens. Et puis, on m'a dit, ben voilà, tu es faite pour ça, c'est l'économie. L'économie, ça venait de naître, les facs d'économie. C'était vraiment, j'ai été souvent au début de plein de choses comme ça, pas exprès, mais donc je me dis, ben l'économie, il faut être un peu littéraire, un peu scientifique, mais pas forcément savant cosinus et pas non plus prof de philo. Bon, ok. Je savais même pas ce que c'était. J'ai commencé, bon, on peut trouver de l'intérêt à tout, hein, mais j'étais pas passionnée par l'économie. J'étais à Toulouse et donc j'ai fait la première année et en même temps j'ai fait la première année de Sciences Po Toulouse. Et puis voilà, je me suis mariée, mon mari étant fonctionnaire à 20 ans, je me suis mariée à la fin de la première année de fac, a été nommé à Paris, donc j'ai suivi, je me suis retrouvée à Paris. Et j'ai continué les études d'économie à Assas. Bon, j'étais pas passionnée, mais bon voilà, si on apprend, on y arrive quoi. Hein. Et arrivé au bout des 4 ans, c'était maîtrise à l'époque en 4 ans, on me dit voilà, tu peux travailler dans la banque et l'assurance. C'était vraiment ce que j'avais pas envie de faire quoi. Donc je fais quoi? Ah ben je continue les études pour voir. Donc j'ai repris Sciences Po, Paris, et en même temps, venait juste de s'ouvrir, et encore une fois, Dauphine. C'était les tout débuts de Dauphine, c'est-à-dire une conception très différente finalement de l'université qui était en lien avec les vrais besoins de l'entreprise. Parce que Sciences Éco, Assas, j'ai appris tous les grands économistes depuis l'Antiquité, hein, depuis vraiment les Grecs, qui nous servent absolument pas dans la vraie vie aujourd'hui. Et à Dauphine, c'était intéressant parce que c'était que des gens de l'entreprise qui nous enseignaient la réalité de l'entreprise. Ouais. Donc, c'était quand même plus intéressant. J'étais un peu, voilà, au début de ça, de Dauphine. Vous avez fait Dauphine plus Sciences Po la même année? C'était pas les 2 ans de Sciences Po et 2 ans de Dauphine. Et ça, en termes de rythme, ça a été? Oui. À l'époque, là aussi, j'étais étudiante, mais je ne dis pas étudiante. J'étais mariée avec un haut fonctionnaire, donc un peu toujours très décalé. Quand j'étais à Toulouse en particulier, première année, je recevais à dîner le doyen de la fac. Et j'avais 20 ans. Ouais. Et j'étais élève à la fac, parce que mon mari était chargé de mission à la préfecture. Enfin, il était plus âgé que vous, du coup, votre mari? Il avait 10 ans de plus, et c'est X-Mine, bon, et donc lui, très scientifique. Ouais. Donc voilà, j'étais à Paris, et j'étais en 68 à Paris, mais j'étais mariée, bien rangée déjà, et donc j'ai vécu les choses un peu. Mon mari m'interdisait d'aller dans les manifs, quoi, parce que lui voyait ça avec notre recul, etc. Quoi. Voilà. J'ai connu 68 quand même, mais un peu soft. Voilà. Et puis, donc, après, quand j'ai décidé de faire médecine, on en reparlera certainement, plaisir, je suis allée à Bobigny, qui est aussi quelque chose de très différent. Ah oui. En fait, voilà, j'ai toujours été un petit peu dans des circuits un peu différents. Ouais. Avant qu'on parle de médecine, donc vous avez quand même commencé votre carrière, mais au final dans les télécoms? Alors, les tout débuts, c'est quand même pour moi très important, j'ai été élève de Jacques Delors à Dauphine, qui a été celui qui a qui a fait faire la loi sur la formation professionnelle continue. Avant, on avait le certificat d'études et on s'arrêtait là pour toujours, ou le brevet, ou un BTS, enfin BTS, ça s'appelait pas comme ça, mais c'était bloqué. Toutes les carrières étaient bloquées au diplôme. Et Delors a dit, toute la vie, on peut évoluer et tous les gens ont droit d'évoluer, donc budget, formation, etc. Donc, j'avais été élève de Delors et j'ai été embauchée chez Kodak pour faire
pour mettre en diapositive la loi de l'or sur la formation continue. Ce qui fait que, un peu aussi du hasard, mon premier job, c'était en 72, la loi est de juillet 71, janvier 72, je suis stagiaire. Ils m'ont dit surtout, on ne vous embauchera jamais, on n'embauche jamais des stagiaires, donc vous êtes là pour 6 mois, on va vous aider. Donc moi, je découpais la loi, je faisais des petites vignettes, eux, ils mettaient ça en audiovisuel, en diaporama à l'époque. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que, voilà, et j'étais devenue la spécialiste française de la formation. Toutes les entreprises, les grosses, Dassault, L'Oréal, venaient demander, alors comment on fait pour faire un service de formation? Il n'y en avait pas, un plan de formation. Et on promenait le diaporama dans toutes les entreprises, les grosses entreprises. Voilà. Et j'étais en 6 mois devenue la spécialiste d'un truc complètement nouveau que personne ne connaissait. D'accord. Toujours un peu comme ça. Et au bout de 6 mois, entre-temps, moi, j'avais cherché du boulot. C'est une période où on trouvait du boulot comme on voulait. Et évidemment, au bout de 6 mois, ils m'ont dit, on vous embauche. Mais la compagnie, Kodak, on se marie avec et c'est jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Personne ne quitte la compagnie. Je dis, moi, je suis déjà mariée à 20 ans, je n'ai pas envie de me marier avec l'entreprise tout de suite. Donc, j'ai dit non. Mais grand scandale. Enfin, on ne refuse pas un truc pareil. Et entre-temps, j'étais embauchée dans un cabinet de conseil pour conseiller les entreprises par rapport à l'installation de plans de formation, de services de formation. Ça, je trouvais passionnant parce que j'allais rencontrer des corps de métier que je ne connaissais pas, mais vraiment, je ne sais pas, le Gaz de France, enfin, aussi bien que, encore une fois, L'Oréal ou Dassault. Voilà. Et du coup, c'était pour moi très, très riche. Le cabinet conseil, c'est un peu comme être journaliste. C'est pouvoir toucher à tout sans être forcément soi-même hyper compétent dans la matière. Ouais. On apprend beaucoup. Voilà. Et puis, je voulais voyager. Bon. Donc, j'essayais de rentrer à Air France. Il n'y avait pas de poste, surtout pour les filles. Et j'avais postulé à la SNCF, faute de mieux. Je suis allée jusqu'au bout du processus de recrutement qui est très long. Ça dure 6 mois parce que même si on est dans les bureaux, on a les mêmes tests que si on conduit les trains à vapeur en plus, donc fond, machin, truc. Et arrivé au bout, dernier entretien, j'étais très bien embauchée à un bon niveau, j'apprends que la retraite pour les femmes agents féminins n'est pas la même que pour les agents masculins. Et les avantages en nature, le nombre de voyages pour la famille et tout, pas du tout les mêmes non plus. Et je dis, non, j'y vais pas. Bon. C'est fou quand même. Hein. Mais c'est pas vieux, quelque part. Et après, j'ai un peu regretté, parce que si j'étais rentrée à la SNCF avec 3 enfants, au bout de 15 ans, j'avais une retraite. J'aurais fait mes études de médecine avec une retraite. Ouais. Mais je dis que j'ai regretté. Non, je n'ai pas regretté. Ouais. Mais je suis arrivée jusque-là pour m'entendre dire que, non, attends, une femme, même niveau, n'a pas les mêmes avantages. C'était pas la fonction publique, mais presque, quand même. Ouais. Voilà. OK. Et après, il y a eu un recrutement dans le monde sur télécom, qui étaient les PTT à l'époque, pour le service formation qui était chargé de préparer la séparation post-télécommunication. Et il fallait passer d'une formation par grade, ce qui était comme l'armée. On était inspecteur principal, inspecteur général, inspecteur hors norme, enfin je sais pas quoi, je dis n'importe quoi là aujourd'hui parce que je me souviens plus. Et les épreuves étaient les mêmes, qu'on monte au pylône pour réparer les fils électriques, qu'on dirige un centre de tri, qu'on dirige un centre de téléphonie. Et donc ils commencent à se dire, les télécoms, ça va plus du tout être la même chose que la poste. Il faut les séparer, il faut préparer des formations non pas par grade, mais par fonction.
Et ça, c'était passionnant. Et j'ai travaillé avec des grosses structures, Réquipe, McKinsey, des gros organismes de formation qui étaient habitués à ça, parce que moi, j'étais quand même novice dans le domaine, mais intellectuellement, c'était vraiment très, très riche. Il fallait préparer les cadres, 120 000 agents qui devaient devenir télécoms. Voilà, je suis restée quelque temps là-dedans et je ne regrette pas du tout. C'était vraiment, riche. Vraiment très riche. Et quand vous avez dit non à la SNCF, comment ils ont réagi, votre entourage? Non, ça n'a pas été violent parce qu'encore une fois, c'est une période où on trouvait du boulot partout. Mon mari était fonctionnaire, haut fonctionnaire, donc je n'étais pas tranquille. Quelque part, c'est pas comme si j'avais dit je vais devenir chanteur. Enfin bon, mon mari aurait voulu que je fasse l'ENA après Sciences Po, parce que là, j'ai jamais rien compris à la politique. Donc voilà, j'ai fait Sciences Po, mais j'ai rien compris à la politique. J'ai fait de la poésie sans apprendre les rimes et voilà. Donc non, ça n'a pas été très violent. En revanche, quand après j'avais pris une dispo au télécom, et là, quand il s'agit de revenir au télécom ou pas, au bout de 3 ans, je crois que ça fait partie des choses dont on va peut-être parler, mais mon mari m'a dit, évidemment, tu reviens au télécom. Évidemment, je reviens au télécom. Eh bien, évidemment, j'y reviens pas. Voilà, c'est ce qui m'a finalement, parce que ça m'intéressait quand même. Enfin, mais qu'on me dise, évidemment, c'était insupportable. Donc, je suis pas revenue. J'ai démissionné. Parce que votre mari vous avait dit, c'est évident qu'il faut que tu y retournes. Oui. Il n'a rien compris à ce que je suis. Qu'ils me disent, c'est évident. Ils m'auraient dit, écoute, faut qu'on en... Enfin, voilà, ça se discute, effectivement, parce que je n'étais pas du tout sur partir dans le yoga. Là, j'étais partie dans le yoga. Bon, faire du yoga. C'était pas encore médecine, hein, c'était yoga. J'aurais très bien compris qu'ils me disent, écoute, voilà, enfin, on discute. Mais c'était évidemment. Ah bon? Non. En fait, non. Et le yoga, comment vous avez découvert? Parce que bon, aujourd'hui, tout le monde connaît le yoga, mais à cette époque-là, c'était quand même beaucoup moins répandu. Oh oui. C'était très exotique et réservé un peu à soit des originaux, soit des mamies, un peu, on va dire. Hein. Pas du tout à la mode chez les jeunes. Et il y avait très, très, très peu de gens qui faisaient du yoga. Comment je suis arrivée? En fait, je détestais la gym. Bon, quand j'avais une dizaine d'années, j'étais un peu ronde, on va dire. Du coup, toujours les moqueries, machin, j'étais un peu... J'étais pas rapide, le ballon, il passait toujours... voilà, je me prenais un peu les pieds dans le tapis. Enfin, j'étais pas très physique. Et faire le tour de la cour de récré là... en sautant sur un pied, je trouve ça stupide. Et j'étais débrouillée pour être dispensée de gym. Et donc, je détestais la gym. Et arrivée à Paris, à la fac, j'étais obligée. Et il y avait au Crous, le centre sportif universitaire, une prof très tonique, très dynamique, mais qui intégrait un peu de yoga à la fin. Et là, je me suis dit, là, ça m'intéresse parce que, enfin, on ne fait pas un truc comme ça pour s'agiter, ça a un sens, on ressent, on nous demande de rentrer dans les sensations. Voilà. Et donc, comme j'étais un peu paumée à Paris, au sens où, voilà, j'avais donc un mari plus âgé, pas d'amis de mon âge, je regrettais ma province, hein, parce que quand on débarque comme ça, j'avais fini par trouver un cours de yoga et justement, parce qu'une de mes amies informaticienne y allait, quand j'ai fait
ce travail sur la formation continue. On a fait tout un package informatique avec elle. Elle faisait du yoga et je suis allée avec elle dans un cours une fois par semaine. Et j'ai accroché. J'ai continué. Et puis un beau jour, j'ai eu envie d'aller aux rencontres, les assises du yoga. Et puis voilà, je suis rentrée là-dedans. Mon mari voyait ça d'un très mauvais œil. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprenait rien à tout ça. C'était une époque un peu spéciale. Mon mari était très catholique. Et quelque part, c'est quoi ce truc ? C'est limite secte. Enfin bref, il trouvait que ça pouvait avoir des mauvaises influences sur moi, comme la poésie d'ailleurs. Et c'est pourquoi j'ai arrêté de faire de la poésie. Bon, enfin, il ne m'empêchait pas, mais... il n'appréciait pas trop. Pas trop. Puis c'est vrai que quand il m'a amené au train pour aller à Saint-Malo, à ces assises, il y avait un gars qui avait fait un jeûne de je ne sais plus combien de temps, qui était un squelette ambulant. C'était un peu effrayant quand même. Il y avait des gens un peu effrayants, c'est vrai, un peu différents. Mais bon, donc voilà. Et puis donc au télécom, mes collègues de bureau m'ont dit tu fais du yoga, tu ne peux pas nous relaxer entre midi et 2. Et j'ai commencé à enseigner et j'ai toujours aimé transmettre et voilà. Et donc, l'enseignement m'a vraiment plu. Du coup, j'ai créé la section de yoga de l'association sportive des PTT, la SPTT. Et je me suis dit, il faut que je me forme, etc. Je me suis formée davantage comme prof de yoga à une époque, c'est vrai, où ce n'était pas du tout connu. Enfin, j'ai encore des élèves qui me suivent depuis les années 76-78. Ah, génial. J'étais à la SPTT. Et donc, quand vous dites à votre mari, vous aviez quel âge quand vous dites à votre mari que c'est évident que vous n'allez pas retourner dans les télécoms ? Vous aviez déjà eu votre premier enfant ? Alors oui, le yoga était aussi pas mal lié à mon premier enfant pour des raisons pratico-pratiques. Je n'allaitais pas parce que personne n'allaitait à l'époque, personne. Et il prenait son premier biberon vers 5h, 5h30 du matin. J'étais réveillée, j'avais pas envie de me rendormir. Mon mari dormait, lui dormait, je pouvais pas faire de bruit. Je commençais à faire du yoga intensivement tous les matins pendant 1 heure avant d'aller au bureau. Et j'arrivais au bureau en pleine forme. Voilà, et c'est comme ça que j'en ai fait beaucoup plus. Et puis donc, c'est après la naissance de mon premier et de mon deuxième enfant que j'ai été amenée donc à être contactée par une obstétricienne pour faire du yoga, non pas au PTT, mais dans les hôpitaux, en particulier en maternité. Ouais. Elle m'a dit, je pense que dans le yoga, il y aurait des choses sur la douleur de l'accouchement. C'est ce qui m'a amenée, si on détaille un peu, à faire médecine après. Ouais. Donc, en fait, vous avez initié, créé entre guillemets le yoga prénatal. Mais parce que le yoga des origines, le yoga transmis, c'était pour les hommes de toute façon. Il ne s'agissait pas du tout de femmes et pas du tout d'accouchement et tout ça. Donc, il n'y avait rien d'écrit là-dessus. Et quand cette obstétricienne me dit, je crois que dans le yoga, il y aurait des choses pour la douleur d'accouchement, c'était en 78. On ne pensait même pas que la péridurale pourrait exister un jour. Hein. Et il n'y avait rien d'autre. On ne croyait pratiquement plus à l'accouchement sans douleur. Des débuts, des années 50. Et elle me dit, bon, voilà. Et je dis, ok, mais des femmes enceintes, il y a peut-être des trucs contre-indiqués, j'en sais rien. Moi, j'ai juste mon vécu de 2 grossesses. J'avais eu mon deuxième enfant entre-temps. Il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas faire, j'en sais rien. Voilà. Et c'est là qu'elle m'a dit, venez avec je convoque les sages-femmes du service, Baudeloc, 78, vous nous proposez des choses et nous, on vous dira ce qui est dangereux, ce qui va, ce qu'on peut faire. Et voilà, et j'ai commencé, elle m'a dit, bon, il y a eu un petit clash parce que les sages-femmes m'ont dit, mais pour pousser, vous dites quoi ? Je dis, rien, ça pousse tout seul. Les accouchements ont été pas sans douleur, mais très physio, alors que je ne cherchais pas des choses extraordinaires, mais bon. Et donc peut-être
On le trouve dans les écrits, c'est un petit peu comment j'ai vécu mes 2 accouchements, et finalement, j'ai jamais poussé. Ça pousse tout seul. Quand ça doit pousser, ça pousse, mais il faut que ce soit le bon moment, etc. Donc là, les sages-femmes ont bondi en disant, mais elle n'est pas normale. Voilà. Et bon, je me suis posé quelques questions. Donc, ok, je ne suis pas normale. Elle est faite pour accoucher. Bon, ok, je suis la seule femme faite pour accoucher. C'est une anomalie. Bon, très bien. Et finalement, je me suis quand même posé des questions. J'ai regardé l'histoire de l'obstétrique et des choses. Et j'ai vu que cette histoire de pousser, elle est quand même aberrante. On trouve toutes les positions. Il y en a des positions, il y en a plein dans l'histoire de l'obstétrique à travers les peuples. Tout sauf la nôtre. Et la poussée, on n'en parle pas. On peut mourir de l'accouchement, de la grossesse, avant, après, mais la poussée, c'est parce que ça vient physiologiquement, et puis il y a d'enfants, et puis c'est facile de pousser. Donc, je comprenais pas, voilà. Et cette obstétricienne me dit, écoutez, si vous vous installez pas loin comme prof de yoga, je vous envoie des femmes pour préparer, mais pas au sens préparation à l'accouchement, j'avais pas de légitimité là-dessus, mais pour faire du yoga prénatal. Et j'ai commencé dans mon salon, et quand je partais d'un problème, une sensation douloureuse sous les côtes, dans le dos, je me disais, quelle posture pourrait aider pour ça? Voilà, empiriquement, et les mamans étaient très contentes en général, mais parfois, c'était génial, ça soulageait, c'est magnifique. Puis la voisine, pas du tout, moi ça me va pas du tout, ça me coince de partout. Je me posais des questions, mais enfin, cette posture, elle est bien quand même, pourquoi celle-là, ça lui réussit pas? Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai effectivement écrit Bien-être et maternité, où c'est tout en question-réponse pour essayer de dire, voilà, c'est génial, oui, mais si tu es comme ci ou comme ça sera peut-être pas génial pour que ce soit un peu animé dans la lecture. Et voilà, et c'est comme ça que, oui, j'ai élaboré, entre guillemets, le yoga prénatal qui n'existait pas en tant que tel. Ouais, petite parenthèse. Attendez, ça fait non, c'est bon, ça part. Petite parenthèse sur bien-être en maternité. Moi, ce que je vous disais juste avant qu'on enregistre, c'est un livre qui m'avait été recommandé avant que j'accouche de mon premier enfant. Et je sais que toutes mes amies après qui ont eu des enfants, je leur ai dit, mais lisez ce livre parce que, en effet, il permet vraiment de comprendre et du coup de pas subir son accouchement, mais vraiment de le vivre en tant qu'acteur et se dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Alors après, moi, j'avais été un peu déçue parce que j'avais adoré toute votre approche où vous racontiez qu'il fallait pas qu'une femme accouche, enfin, il fallait pas que la position obstétrique était pas forcément la position la plus adaptée par rapport à l'accouchement. Alors après, donc moi, j'avais dit dans mon projet de naissance que je voulais accoucher sur le côté. Et bon, toujours est-il qu'au final, mon fils ne descendait pas, donc on m'a dit bah voilà, ça descend pas, mettez-vous sur le dos. Donc finalement, j'ai fini par accoucher sur le dos. Mais bon, pour le coup, moi, la poussée, ça n'a pas été quelque chose de vraiment automatique. Si j'avais rencontré l'obstétricienne que vous aviez rencontrée, elle m'aurait dit que j'étais pas faite pour accoucher parce que ça a mis un peu beaucoup de temps. Oui, mais c'est souvent comme ça au premier bébé, et puis les positions n'aident pas forcément. Je me prends jamais un exemple pour dire qu'il faut. Il faut le sentir. De toute façon, il y a un moment, il faut écouter son corps. Et c'est vrai que donc c'est un peu ça qui s'est passé. En fait, c'est que les femmes suivaient bien ce que je disais, en fait, tout ce bien-être de la grossesse, connaître leur corps, chercher leur posture. Et le jour d'accouchement, quand elles arrivaient, c'était tout l'inverse. Posture, respiration. Et à la fin, je dis, je leur rends pas service, quoi, parce que si c'est pour se battre, voilà, être déçu, c'est pas la peine. Et je n'avais aucune légitimité, aucune même connaissance suffisante pour expliquer pourquoi je disais des choses comme ça. Et c'est là où je me suis dit, j'avais pris une dispo de 3 ans, je m'étais consacrée au yoga pour tous, au yoga prénatal, et j'avais eu mon 3e enfant. Et là, je se posais la question, revenir au télécom ou partir complètement dans le yoga. Et donc, j'ai décidé de... La phrase de votre mari qui a été l'électrochoc. Voilà. Mais en me disant,
Mais alors, il faut que je me donne les moyens de faire ça correctement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'en sache plus et il faut que je puisse dialoguer avec le monde médical et être légitime. À l'époque, on n'avait pas le choix. C'était médecin, sage-femme ou kiné. Aujourd'hui, il y a plein de passerelles pour s'approcher du monde médical à l'époque. Donc, si je fais sage-femme, c'était déjà 3 ans d'études temps plein, ou 4 même, je ne sais plus maintenant. Mais je ne voulais pas être sage-femme. C'était pas ça mon but, c'était de transmettre. Voilà. Donc, je peux pas, si je suis sage-femme, c'est pas ça. Si je suis kiné, je sais rien en obstétrique. Je suis sage-femme, je sais rien sur le diaphragme et le mal, je sais pas où, dans le genou. Bon, donc, si je veux tout faire, être légitime et pouvoir parler de tout, il faut être médecin. Et donc, j'ai décidé de tenter médecine. J'avais un bac philo qui était ancien. Et donc, je me suis retrouvée à Bobigny parce que c'était le seul endroit où le concours, la sélection n'était pas sur les maths et la physique-chimie. D'accord. Jamais passé. Et Bobigny, il fallait y aller au bout du monde. Vous viviez où? Vous viviez dans Paris? Bobigny, oui. Mais vous viviez où, vous? J'habitais à Paris. D'accord. J'habitais boulevard Saint-Michel. Mon ex-mari était sous-directeur de l'école des mines. On habitait dans l'école des mines à boulevard Saint-Michel. Enfin, on avait une vie de rêve presque. Enfin, voilà, j'aurais pu rester tranquille. Voilà. En tout cas, donc boulevard Saint-Michel, Fort d'Aubervilliers, un métro plus un bus pour aller à la fac de Bobigny, l'hôpital Avicenne. Enfin, voilà. Donc là, vous aviez 38 ans, 3 enfants. J'ai commencé. Ouais, entre quel âge et quel âge, les enfants? Alors, les enfants, ils avaient, la dernière, elle avait 4 ans, 7 ans, 10 ans. Ouais. Et quand vous avez dit à votre mari, à votre entourage que vous repreniez vos études, et notamment de médecine, comment ils ont réagi? Bon, ça, quelque part, ça ne dérangeait pas trop, intellectuellement. Bon, j'avais personne de médecin, enfin aucune référence familiale ou autre. Et moi, plus jeune, pour moi, le médecin, c'était vraiment quelqu'un qui a un savoir très universel par rapport à un scientifique. Enfin, j'avais une grande admiration pour le médecin de famille qui peut, enfin, voilà, c'est à l'ancienne, et je pensais que c'était inaccessible pour moi. Avant, après le bac, je me sentais totalement incapable de faire médecine. Et là, j'ai dit, je tente. Si je suis trop loin, je laisse tomber. Si c'est presque, je verrai. Et j'ai réussi le concours juste, mais du premier coup. Bravo. Ouais, sans doute, un peu de chance, hein, quand même. Et puis après, le problème, c'est qu'une fois qu'on est là, on est parti pour 8 ans. Parce qu'en médecine, on ne s'arrête pas au milieu. Il n'y a rien, il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Et qu'il y a des gardes et que ce n'est pas des vacances à Noël, à Pâques, etc. Enfin, c'est très contraignant. Pas réalisé au départ, que c'était aussi contraignant et aussi long. Vous ne l'auriez pas fait si vous en aviez pris conscience? Je ne sais pas dire. Mais voilà, c'était cette dynamique-là. J'étais dedans, j'ai commencé. Et puis, voilà, et j'ai pratiquement toujours passé, voilà, parce qu'il y a des examens tout le temps en médecine, et puis ça tombait toujours sur les vacances de Noël, de Pâques, sur la communion solennelle, sur la fête de la musique de l'école. Enfin, c'était un peu compliqué. Enfin, comment vous avez géré, du coup? Et je donnais des cours de yoga parce que je voulais continuer. Voilà. J'ai géré beaucoup en m'enregistrant des cassettes, en travaillant par audio, en faisant ma vaisselle, mes courses, en amenant les enfants à l'école, dans la voiture, en les amenant faire du roller au Trocadéro. Moi, j'avais mes écouteurs. Enfin, bref, je travaillais la nuit 15 jours avant les examens. Donc, je suis très nulle en médecine. J'ai tout oublié. Vraiment, je l'ai fait juste pour passer l'examen. Et puis,
j'ai pas pratiqué beaucoup, j'ai pratiqué dans les stages, mais pas du tout comme généraliste. De toute façon, j'ai fait médecine, pas pour être médecin. Donc, voilà, pour avoir la légitimité. Et la légitimité et la connaissance ou que la légitimité? Au départ, je pensais les connaissances. En fait, oui, bien sûr, j'ai appris des choses. Au début, je travaillais avec un dictionnaire parce que c'était des mots complètement inconnus pour moi. On me parlait. Maintenant, les études, par exemple, on fait de la biologie au lycée, mais moi, une mitochondrie, je ne savais pas ce que c'était. Je prenais un dictionnaire, quoi. Je n'avais jamais entendu parler de biologie et tout ça. Mais bon, il y a eu des stages qui m'ont plus intéressée que d'autres. On choisit pas, je ne choisis pas tout, hein. On ne peut pas. Et puis bon, j'ai trouvé le moyen de divorcer au milieu. Donc, d'accord. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Parce que je n'avais pas beaucoup de ressources. En tant qu'étudiant en médecine, on ne gagne rien, quoi. Ouais, c'est vraiment... oui, Ah oui, ça me payait ma carte orange. Comme externe, ça me payait la carte orange. Ouais. Puis comme interne après, en médecine générale, bon, avec 3 enfants, j'arrivais même pas à payer mon loyer, quoi. Vous avez fait comment, du coup? Alors, je continuais des cours de yoga le soir, le week-end. Voilà. Et après le divorce, j'ai eu une pension alimentaire pour les enfants, pas pour moi, mais pour les enfants, qui m'a aidé à payer le loyer, mais quand même. Bon, la différence de standing était énorme. Mais bon. Vous l'avez vécu comment? Moi, la différence de standing, je m'en fiche complètement. Ouais. Pour moi, j'ai besoin de rien. C'est pas une blague, c'est que j'apprécie pas trop. Enfin, j'ai du mal à, quelque part, quand je voyage beaucoup à l'étranger et tout ça, et si on me dit, bon, tu vas prendre un hôtel 5 étoiles, non, je n'ai rien à faire. Si j'arrive juste pour dormir, franchement, mais c'est sincère, c'est pas pour bluffer. Je préfère mettre de l'argent dans, faire plus de voyages, etc. Donc, le côté matériel pour moi, mais c'est pour les enfants qui avaient quand même 2 standings totalement différents. Ils partageaient une petite chambre chez moi. Moi, je dormais dans l'entrée. Chez leur père, c'était un logement de fonction énorme, chauffeur, machin. Mais finalement, je pense que ça leur a fait du bien, aux enfants. Mais moi, j'ai pas souffert, entre guillemets, de ça. Ouais. Vraiment pas. C'est pas un problème. Je faisais ce que je voulais. Enfin, voilà. Et donc, j'ai fait ma thèse sur l'incontinence due à l'accouchement. Et c'est comme ça que je suis devenue, entre guillemets, spécialiste du périnée. Donc, j'ai commencé à parler du périnée. J'ai fait un livre un film sur le périnée en 84, en tant que prof de yoga. Donc, j'étais, encore une fois, trop tôt. J'ai fait un livre sur le périnée, j'ai fait un livre sur la constipation, beaucoup trop tôt, tout ça, sur l'abus sexuel. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai écrit un livre sur l'abus sexuel et les conséquences sur le périnée. C'était trop tôt. C'est pas grave. Au moins, j'ai copié personne. Ça s'est passé comment, d'ailleurs, l'écriture du tout premier livre? Alors, bien-être et maternité, au départ, je voulais faire un livre sur le yoga. J'avais fait des photos qui sont très belles. Je parle du photographe. Au sens, c'est noir et blanc. C'est vraiment beau, parce que c'était une époque dont j'étais enceinte de ma 3e. J'étais enceinte de 6 mois, puis après de 8 mois de Laure. Et on portait des combis 1 pièce à l'époque. Donc, c'est très sobre, noir et blanc. C'est intemporel. Et donc, je voulais faire des postures pour une femme enceinte. Donc, c'était vous qui étiez prise en photo? Oui. Et j'attendais ma 3e fille. Et ces photos, en fait, je les ai jamais utilisées parce que c'est après, j'ai commencé médecine et je suis partie sur le yoga pour les bobos et pas le yoga. Le premier, c'est vraiment des postures de yoga, quelques-unes que je ne fais plus que je ne fais pas faire à des femmes enceintes aujourd'hui.
D'accord. Je faisais sans problème parce que j'avais une maîtrise des choses. Mais moi, j'ai des femmes enceintes qui débarquent, qui n'ont jamais fait de yoga. Je ne vais pas leur faire certaines postures. Hein. Ouais. Et donc, je n'ai pas utilisé ces photos-là. Et j'ai commencé à écrire bien-être et maternité, alors que j'avais commencé médecine. Et c'était les tout débuts de l'informatique, les tout débuts. Et en fait, à l'époque, les cadres comme j'étais, on avait des secrétaires dans le télécom, on ne tapait pas à la machine, personne ne savait taper. Et il n'y avait pas d'ordinateur. À l'école des mines, il y avait des ordinateurs, des trucs, des armoires entières. Et le soir, quand les étudiants n'étaient pas là, j'avais accès pour essayer d'écrire ce livre. Alors, avec un doigt, hein, ça a été très laborieux. Et puis, j'avais des disquettes qui ont disparu dans le divorce. D'accord. Donc, j'ai dû tout recommencer. Et je n'avais pas d'argent, j'étais étudiante et je n'avais pas d'ordinateur, ça coûtait une fortune à l'époque. Ouais. Donc, j'ai attendu un peu et puis c'est quand j'ai fini médecine que j'ai repris cette écriture. J'ai mis 1 an pour écrire bien-être et maternité parce que c'est tout question-réponse et c'est une écriture qui n'est pas facile. C'est mon premier vrai livre. Et du coup, ce n'était pas une commande, c'était vous qui spontanément… Ouais. Mais comme j'étais partie des bobos ordinaires de la grossesse, hein, mais voilà, avec des réponses, des explications, pourquoi c'est ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand je suis arrivée au niveau des éditeurs, ils m'ont dit, non mais la grossesse, c'est que du bonheur. C'est bleu, c'est rose, vous arrivez avec que des problèmes, c'est pas vendeur. J'avais du mal à trouver un éditeur. Il y avait juste Laurence Pernou à l'époque, hein, quand j'ai commencé. Il n'y avait que ça et honnêtement, cette femme a été merveilleuse. Elle a fait un boulot extraordinaire. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration et j'ai travaillé avec elle. Je faisais la partie un peu corporelle j'attends un enfant parce que voilà, elle n'était pas médecin, s'entourait de médecins et de spécialistes, mais elle a quand même été celle qui a permis aux femmes de savoir des choses avant d'accoucher et après. Voilà. Et donc après, c'est finalement un couple que j'avais préparé à l'accouchement, qui était dans la com, qui ont dit, on va le publier ce livre, puisque personne n'en veut. Et ils se sont installés éditeurs, ils n'ont jamais publié que moi. Hein. J'étais leur seul. Implex. Et le premier bien-être et maternité est né comme ça en noir et blanc, avec des photos d'une élève. Bon. Puis, Implex, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas la diffusion, la surface financière, etc. Et en 2009, j'ai récupéré mes droits, non sans peine, et je suis passée chez Albert Michel. D'accord. Et maintenant, bien-être et maternité, et chez Albert Michel, avec d'autres titres d'ailleurs. Oui, puis avec, je ne sais pas combien, il y a eu des mises à jour, il y a des mises à jour régulières qui sont faites. Alors, il y en a, mais pas tant que ça. Je ne parle pas de protocole, de médicaments, je parle de la physiologie. La sciatique, elle n'a pas beaucoup évolué. Voilà, les douleurs sous les côtes, la veine cave. Et finalement, je risque pas trop l'obsolescence parce que c'est l'éternel de la maternité. Alors, j'ai rajouté des choses. La première fois, les ballons, il n'y avait pas de ballons en salle d'accouchement. Mm-hmm. La première édition, c'est moi qui ai amené les ballons en salle d'accouchement en France. Par exemple, l'accouchement sur le côté, c'était pas tout au début, mais j'avais aménagé la position gynéco. Donc, effectivement, il y a des mises à jour et la prochaine mise à jour sort très bientôt, d'ailleurs. Rajouter quelques petites choses sur justement les suites de couches, etc. Parce que ça, en effet, on en parle. Enfin, moi, je sais que pour le coup, quand j'ai toujours pour le premier accouchement, la suite, j'ai eu des tranchées. Personne ne m'en avait jamais parlé. Et après, on m'a dit non, mais tu sais, ça arrive quand t'allaites et puis quand t'as plusieurs enfants. Alors moi, je vous explique, j'allaite pas, c'est mon premier enfant, mais j'en ai vraiment des tranchées et ça, personne ne m'en a parlé. Et c'est vrai que je trouve que, quand on sait, quand on sait, on le vit pas du tout de la même façon en fait. Et on s'inquiète pas, et surtout dans la grossesse. Dès qu'il y a un truc, on s'inquiète. Ouais. Et effectivement, on ne trouve rien dans les bouquins.
par exemple, début de grossesse, on a mal dans le bas du ventre, forcément, on se dit, je vais faire une fausse couche, surtout si c'est un bébé très désiré, très attendu, etc. Très souvent, c'est juste les ligaments, parce que l'utérus, il se redresse, il se bascule, etc. Et ça tire sur les ligaments. Ouais. Donc, comprendre. Et j'ai toujours eu envie que les gens comprennent. Ouais, ça change tout. Enfin, moi, je me rappelle quand, je sais pas si vous avez déjà regardé, c'était Baby Boom, qui était des reportages sur TF1 et tout. Et alors bon, je regardais ça quand j'étais enceinte et après avoir accouché. Et en fait, on voyait certaines femmes qui accouchaient du coup sans péridurale, où c'était pas voulu que ça soit sans péridurale parce que des bébés qui arrivaient trop vite. Et moi, je sais que c'est ce que j'ai vécu. Et en fait, le truc, c'est que comme j'avais fait du yoga prénatal, j'avais fait du chant prénatal, je suis arrivée, alors je dis pas que j'ai rien senti, hein, j'ai cru quand même que j'allais mourir à un moment, mais j'ai quand même été actrice et j'ai pas subi, et je pense que ça change tout en fait. C'est ça. Et puis, il ne peut paniquer. Il y a des atouts, on a des atouts. Quoi. Ouais. Des outils. On a. Voilà, des outils pour gérer ça. Et donc, du coup, bien-être et maternité, c'est vrai, enfin, en effet, c'est devenu vraiment une Bible. Après, vous avez commencé donc à former plus largement. Comment ça s'est passé? J'ai commencé avec mon prof de yoga, à qui je dois beaucoup de choses. Et aussi bien-être et maternité, il y a beaucoup de postures, il y en a beaucoup trop, personne ne fait jamais tout ça. Mais c'était pour garder la mémoire de l'enseignement de Jacques Thibaut, qui est décédé sans avoir rien écrit. Je mets tout dans la boîte et puis on verra bien. Qui était Jacques Thibaut? C'était mon professeur de yoga, qui était kiné, prof de judo aussi, et qui avait comme approche de dire, on ne fait pas des postures pour des postures. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on en attend? Il analysait l'intérêt des postures d'un point de vue biomécanique. Et il me dit, voilà, et comme dans la maternité, dès qu'il y a une erreur d'axe, de pression, de tout, ça passe pas, ça fait des douleurs, des signaux tout de suite. Bon, pour moi, j'avais besoin d'avoir une mécanique juste, vraiment au millimètre. Ouais. Et c'est Jacques Thibaut que j'ai trouvé comme enseignant. Et donc, c'était un peu garder la mémoire en mettant beaucoup de postures dans ce livre, qui était le premier que je laissais comme trace, avec des femmes enceintes. Puis après, ça s'est adapté à d'autres livres. Yoga Sandhika, c'est directement la transmission de la mémoire de Jacques Thibaut. D'accord. Et donc, du coup, on disait là par rapport à la formation notamment des sages-femmes. Oui. Donc, j'ai commencé avec lui à former d'abord des sages-femmes par rapport justement au périnée d'un point de vue biomécanique, parce qu'elle connaissait le périnée comme sage-femme. Mais c'était les tout débuts. Et là aussi, j'ai été, entre guillemets, au début, puisque j'ai rencontré Alain Boursier, qui est celui qui a amené la rééducation périnéale en France. Il a appris ça aux États-Unis, des exercices de Kegel. Et il était kiné, il n'avait pas le droit, donc il s'est entouré de médecins, Alain Pigné, un obstétricien, etc. Et je suis rentrée dans ce pool et j'ai dit à Alain Boursier, la première fois, j'ai appris qu'on pouvait évaluer son périnée. Je trouve ça merveilleux parce que c'est à l'intérieur. Enfin, voilà, je peux évaluer la force de mon biceps avec des électrodes, etc. Et lui, il me dit, on peut aussi évaluer le périnée. Super, j'y vais, je fais un testing, etc. Et avec des électrodes pour enregistrer la contraction, le relâchement. Et puis je dis oui, mais voilà, c'était en position toujours la même, demi-assise, les genoux écartés. Je dis, mais quand je suis debout, 4 pattes accroupies, qu'est-ce que ça devient? Le même périnée, ça devient quoi? Il ne s'était pas posé la question. Donc, on a commencé sur moi à faire des expériences. Et quand je serre les cuisses et les fesses et les abdos, et quand je respire comme ci, quand je pousse, je gonfle un ballon, et on a fait des mesures. Et après, donc, c'est tout ça un peu que j'essayais de faire passer et que j'avais fait dans ce film en 84, pas avec moi, mais avec une femme enceinte qui découvre son périnée à travers les postures, les différentes postures, la poussée bloquée, la poussée. Voilà. C'était trop tôt pour le film, mais. C'est un film qui a été diffusé comment, du coup?
très très mal, voilà, qui est resté un peu confidentiel entre guillemets. Bon, j'en parlais aux sages-femmes, certaines l'achetaient. C'était pas une époque où il y avait Internet et tout ça. Donc au début, j'ai vraiment commencé avec les sages-femmes sur la poussée, sur la protection du périnée. Et puis après, donc quand j'ai rencontré une ostéopathe avec qui on a travaillé sur le crâne du nouveau-né, on a fait la biomécanique materno-fétale. Est-ce que ce qui est bon pour la mère, c'est bon pour le bébé aussi? On a mis les deux à la fois, on a fait des modèles, on a fait des films et j'ai introduit l'accouchement sur le côté, l'accouchement à quatre pattes et accroupi, suspendu. Voilà. Et à partir de ça, il y a eu tout un engouement parce que les médias en ont parlé. Bon, j'allais beaucoup au maternel, puis dans enfants, parents, enfants magazine, etc. Tout d'un coup, l'accouchement sur le côté est devenu le truc génial. Beaucoup d'articles et toutes les maternités voulaient se former. Et j'ai eu beaucoup de sages-femmes et donc j'ai eu besoin de formatrices parce qu'ils voulaient tous se former en même temps, être les premiers à faire ça. Voilà. Donc j'ai recruté par cooptation des sages-femmes qui appliquaient, qui avaient bien compris. J'ai eu d'abord beaucoup sur l'accouchement. Et puis de l'accouchement, je suis passée aux autres pressions, dont la constipation, et puis les abdos, et le livre Abdos, arrêtez le massacre, qui m'a fait connaître chez les coachs sportifs et surtout chez les kinés. Parce que je me que c'était les sages-femmes au début, puis avec ce livre, c'est devenu les kinés. Il est sorti quand, ce livre? Alors, le premier est sorti en 2003. D'accord. Mais chez un petit éditeur, Robert Jones. Pareil, pas cher, parce que c'était noir et blanc, mal diffusé, petit éditeur. Et quand je suis passée en 2009 chez Marabout, c'est là il a un petit peu franchi des chiffres significatifs, je dirais. Oui, il a plus de 100 000 exemplaires vendus. Alors, au total, aujourd'hui, je suis à plus de 200 000 parce que j'en ai vendu d'abord pendant plusieurs années avant 2009. Et depuis 2009, c'est chez Marabout que je suis à plus de 120 000 chez Marabout. Ah, c'est énorme. Pour l'époque, oui. Aujourd'hui, les Miss France sont des livres, avant d'être sortis, sont vendus déjà. Oui. Après, c'est Internet qui vend. Mais à mon époque, des livres un petit peu scientifiques, pas des romans, il y en avait très très peu qui atteignaient ces scores-là, quoi. Ouais. Comme Périnée, arrêtez le massacre, qui est aussi autour de 50 000 maintenant. Et pour le moment où il est sorti, 2011, c'était voilà, c'est un très beau score. Oui, il y a beaucoup d'auteurs, je pense, qui rêvent de ces chiffres-là. C'est ça. Et dans votre vie, peut-être si un jour ils font des Miss France 90 ans, j'ai peut-être une chance, mais ça peut arriver, le senior. Mais après, je pense que la durée de vie, l'impact dans la vie des personnes n'est peut-être pas le même non plus. Il y a peut-être moins de ventes, mais si ça change la vie des gens, ça a peut-être plus de sens. Moi, je sais que, par exemple, vous avez connu Bien-être et maternité. Bon, vous êtes jeune, mais j'ai des femmes qui l'ont connu quand il est sorti, qui aujourd'hui, c'est leur fille qui vend mes livres parce que leur mère leur a dit attention, les abdos, machin, tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a une longévité même à travers des générations des premières lectrices. Typiquement, je me disais, où est-ce qu'est mon livre? Parce que je suis entre deux déménagements, donc je ne sais pas si je l'ai donné à quelqu'un, à une de mes amies proches qui a eu son premier enfant, ou si je l'ai gardé. Mais quand je viderai mes cartons, j'ai hâte de voir si je l'ai gardé ou pas, parce qu'en effet, c'est des choses, comme vous disiez, c'est intemporel. Ça n'a pas changé. Pour moi, il y avait beaucoup d'amis qui accouchent.
je leur offre un livre qui s'appelle Mon premier mois avec bébé, que j'offre à peu près au moment de l'accouchement, qui a été écrit par une femme qui, je pense, à peu près votre âge et qui est une femme qui a eu 4 enfants, dont des jumeaux, et qui donne plein de conseils pratiques. Et c'est que du bon sens parce qu'elle est pas médecin ou quoi, mais c'est vraiment un livre je trouve la couverture est vieillotte, mais on s'en fiche parce que le contenu est tellement juste que ça permet de se poser des bonnes questions et de se rassurer, surtout quand on est un jeune parent et qu'on découvre tout ça, quoi. C'est vrai que les suites de couches, j'étais aussi un peu précurseur dans la mesure où personne n'en parlait. Revenez dans 6 semaines, voilà. Et j'ai écrit un livre qui n'est plus édité maintenant, qui était un petit éditeur, Robert Joyce, Bébé est là, vive maman. En édition avec un obstétricien qui parle de l'hormonologie des suites de couches, une pharmacienne phytothérapeute, une anthropologue, enfin on est plusieurs à avoir écrit, avec l'anthropologie qui me passionne beaucoup. Et c'était un gros pavé, et j'avais fait des photos aussi. Bon. Et quand ma fille a accouché, parce que voilà, ma première fille, j'ai un garçon d'abord et puis 2 filles, ma première fille a accouché, elle m'a dit, écoute maman, moi je viens d'accoucher, ton truc là, c'est un gros pavé noir et blanc, je ne vais pas le lire. Pas la tête à lire, il me faut du bleu, des dessins, des trucs faciles. Voilà, bon. Et je trouvais qu'elle avait raison de son point de vue. Donc j'ai fait un extrait de ça, plus light pour les parents, et qui aujourd'hui a encore changé de titre, qui s'appelle Mon corps après bébé, tout se joue avant 6 semaines. Donc, ou presque. Donc, c'est vraiment les 6 premières semaines où j'explique que beaucoup de choses vont se passer du côté de la mère, du côté de la mère. Et effectivement, maintenant, ça devient tendance. Il y a eu le livre Le mois d'or sur le premier mois avec bébé. Enfin, pas avec bébé au sens où pas oui, là pour le coup, c'était pas du tout sur le corps de la maman, c'était vraiment sur le bébé. Ouais. Et en ce moment, c'est tendance. Oui, tant mieux. Hein. Oui, ça devient plus. On s'en préoccupe plus, on va dire. Ah ouais, c'est. Moi, je me rappelle en étant à la maternité où du coup, on m'avait quand même beaucoup sensibilisée après sur le périnée, même si à l'époque. J'étais pas du tout au point de savoir que j'allais avoir des problèmes à vie sur le sujet. Et je voyais une jeune maman qui avait accouché genre une semaine qui avait un bébé d'1 semaine, qui était avec des talons aiguilles, et ma sage-femme me dire, mais Charlotte, mais surtout, je t'en supplie, ne fais pas ça parce que c'est catastrophique pour le corps. Enfin, les talons, tu pourras en remettre, mais attends un petit peu, sois patiente. Ah oui. Parce qu'il y avait plus de modèles chez nous. Il n'y a pas de mode des suites de couches, alors que dans les traditions, c'est très, très précis, puisque tout l'avenir gynécologique dépend des suites de couches. Oui. Beaucoup, enfin, pas 100%, c'est jamais 100%, mais beaucoup. Ouais. Parce qu'entre l'accouchement, en particulier, vous savez bien, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est pas forcément parfait, tout rose. La nature n'est pas parfaite. Faut arrêter. La nature, elle est bien faite, mais pas parfaite. Et quand ça va pas pour le bébé, on se pose plus de questions quelque part, on sacrifie la mère. Quand je dis sacrifie, c'est bon, ses rêves, ses projets, son plan de naissance. Il y a un moment, il faut sortir ce bébé, c'est de la survie. Ouais. Donc, je jette jamais la pierre sur des pratiques obstétricales d'urgence, bon, parce qu'il faut y être. Hein. Mais c'est trop dommage de s'abîmer après. Là, vraiment, on peut éviter beaucoup de choses dans les 6 premières semaines. Et 6 semaines dans une vie, c'est peu. Oui, surtout après 9 mois, on est pièce après. On n'est pas obligé d'aller courir tout de suite. Ça m'exaspère, cette addiction à la course. C'est pas le moment. 6 semaines, c'est rien dans une vie. Voilà. Prenons soin de nous. Et donc Marine, donc votre première fille, mais votre deuxième enfant, donc a eu son premier enfant à son tour. Et donc pour elle, ça a été aussi un virage dans sa vie. Et oui, c'est-à-dire que Marine était très 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 indépendante. À 16 ans, elle avait son appartement, elle vivait seule. Enfin, elle est partie aux États-Unis, elle est partie en Australie. C'est une grande indépendante. Et puis, pendant son congé maternité,
de premier bébé, elle est venue m'aider. J'étais toute seule, je faisais tout toute seule. Il n'y avait pas Internet, donc je répondais au courrier, au fax, au répondeur. Je prenais mes billets de train, mes réservations d'hôtel, les conventions, les factures, je faisais tout toute seule. Et j'étais un peu débordée. Elle m'a dit, je vais t'aider. Elle a fait une école de comptabilité, gestion. Elle a vu l'ampleur du désastre, parce que j'avais des factures impayées, mais je n'arrivais même pas à relancer, je savais pas où j'en étais, etc. Elle a commencé à s'intéresser, elle a mis de l'ordre là-dedans. Elle a pris, après son congé maternité, elle n'est jamais retournée dans sa boîte et elle a pris les choses en main, elle m'a fait un site, on a commencé à pouvoir avoir des formateurs, parce que il fallait les gérer, il fallait gérer des plannings, etc. Donc, voilà, elle s'est mise à bosser avec moi à l'occasion de la première maternité. Donc, il y a 15 ans maintenant. Et ma deuxième fille, qui est avocate, dans un gros cabinet américain, qui voulait un bébé et qui avait du mal à l'avoir, et surtout avait un mode de vie qui était incompatible avec un bébé tel qu'elle le concevait. Donc, elle a démissionné. Le bébé n'est pas venu tout de suite. Alors, elle est venue aider sa sœur. Et puis, du coup, elle est aussi dans la société. Super. Et bien, voir son deuxième bébé, là. Oui, c'est bon, c'est 28. Voilà. Tout s'est bien passé. Le deuxième, très, très bien. Le premier, un peu laborieux, mais c'est souvent comme ça. Mais le deuxième a tout réparé. Ah bah super. Une petite fille. Et donc, les deux filles travaillent avec moi, effectivement. Donc, c'est devenu une affaire familiale. Oui, tout à fait. On a acheté ensemble des locaux et on travaille tout près. On habite tout près, chacune de l'Institut. Et voilà, c'est de mère en fille, quoi. C'est fou. Enfin, je trouve ça génial, d'autant plus quand on connaît la thématique du sujet où c'est une chose pour les femmes et que ça soit une affaire de femmes et de femmes dans la famille, c'est très chouette. Voilà, alors mon fils n'est pas entré directement dans la société, mais sa femme fait beaucoup de yoga quand même. D'accord. Et sa femme a beaucoup chacune de mes filles a un petit record. Chacune. Marine a eu 3 enfants, dont le dernier très rapide, en siège, sans péridurale, parce que c'était très rapide, non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais petit record en ce sens où il y avait dans la salle tous les internes et tous les externes qui n'avaient jamais vu de siège sans péridurale. Voilà. Ma belle-fille, elle a le record de poids de bébé. Elle a fait, entre autres, 4,755 kg. Oui. Ouais. Par voie basse. Ouais. Tous les enfants sont très gros. La dernière, 3,9 kg. Et c'est une fille. Elle en a 3 aussi. Et Laure, dont record de vitesse pour le dernier, puisque 45 minutes à la maternité. Elle est arrivée à fait et est sortie tout de suite, quoi. Voilà, je leur dis, mais comme ça, vous avez chacune votre truc. Ouais, du coup, en 45 minutes, c'est ce que j'ai vécu. J'imagine qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir une péridurale non plus. Non, elle est arrivée à complète et c'était là. Et la poussée, c'est même pas poussée. Oui, il n'y a pas de question, quoi. Donc, c'est pas poussée. Elle s'est mise à 4 pattes spontanément. Ouais. Le médecin disait pousser, elle criait. Il me disait ne criez pas, pousser. Mais en fait. Oui, il y a un moment, c'est le corps qui parle et. Ouais. Voilà, donc c'est pas que je veux qu'elles aient des challenges, hein, bien sûr, c'est des entrées entre nous, hein, mais voilà, chacune son petit. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, comment vous répartissez les fonctions, les tâches, entre guillemets, entre toutes les 3 ? Alors aujourd'hui, Marine, qui a donc pris du recul, est un peu dans le développement. Laure est un peu dans la gestion, un peu au jour le jour, et des formations, des cours, parce qu'il y a des cours aussi chez nous. Actuellement, il n'y en a pas à cause du Covid, mais on le fait en Zoom, un cours prénatal, cours de yoga, cours postnatal, cours abdos. Et toute cette partie-là, c'est géré par Laure, et la programmation des formations, etc. Et Marine est plus dans le développement. Donc, on a créé une plateforme, on a mis des vidéos, on a fait des programmes vidéo. Donc, il y a un programme vidéo prénatal où il y a une centaine de vidéos
petite vidéo par problème. Hein, c'est par problème, comme bien-être. J'ai un reflux, je dors pas, j'ai une sciatique. On va voir, il y a 7-8 minutes, il y a des explications, des exercices corrigés. Une centaine sur le postnatal, y compris avec césarienne, voilà, etc. Et puis, on a 6 semaines d'abdos avec Sandro, un de mes formateurs. J'ai voulu qu'il y ait, parce que c'est un des trucs que je trouve vraiment génial, qui me plaît beaucoup, c'est la danse orientale, initiation, mais qui marche, enfin, qui pour moi est très, très adaptée au postnatal, justement. Bouger pour le périnée, c'est très bon et c'est ludique, c'est joyeux. Et quand on a des rondeurs, ça tombe bien. Hein, juste en postnatal, en général, on n'est pas un squelette. Donc, voilà, c'est valorisé, mais c'est pas que du postnatal. Et puis, on va sortir un truc sur le mal de dos à partir de mon livre Mal de dos. Un livre enfin pas un livre, un programme sur le diastasis, c'est-à-dire les grands endroits, les abdos qui s'écartent pendant la grossesse et qui se récupèrent pas après. Donc on fait un programme spécial là-dessus qui sera voilà, aussi accessible au grand public. Hein. On a aussi de l'e-learning, c'est bon, confinement oblige. On s'est mis dans le e-learning. C'était pas, on savait pas faire, hein, mais voilà. Vous avez appris, c'est Marine qui est là-dessus. Pour information, pour ceux qui nous écoutent, on a mis quand même sur YouTube en accès gratuit le film sur les positions d'accouchement, où il y a toutes les positions un peu à la maison, autour de la table, dans la baignoire sur la table et la poussée, mais pas le jour J, hein, il n'y a pas d'accouchement en gros plan, c'est Marine qui est modèle. On avait fait ce film en 2005 et 2007. Il reste d'actualité et comme les mamans aujourd'hui ne peuvent pas aller en salle d'accouchement, visiter et faire les cours, c'est bien de voir et de voir avec le papa ce qu'il peut faire. Donc, c'est un accès libre sur YouTube. Ah bah super, je mettrai le lien pour les futures mamans qui le souhaitent. Ouais. Et vous disiez que là, bientôt, du coup, vous allez sortir un livre donc audio. Un sur le périnée. Ouais. Où je vais guider en fait des exercices de perception, des poussées du périnée en fonction des positions, etc. Et puis un autre sur les abdos. D'accord. Aussi en audio. C'est le livre que vous sortez avec Teddy Riner, celui sur les abdos? Non, ça en a encore un autre? Oui, sur les gainages. D'accord. Sur les gainages, il sort le 21 avril. Bientôt, ouais. Très bientôt. Donc, sur le gainage, c'est pas que pour les gros bras et que pour les baraqués, c'est fait aussi pour les gens pour les coudes, les poignets, les genoux, c'est pour toutes les articulations. Voilà, jusqu'à le modèle top en hauteur, en poids. Ouais. Comment ça s'est passé, du coup, ce projet avec Teddy Riner? En fait, c'est l'entraîneur de coach de Teddy qui a pour compagne une ostéopathe qui est l'ostéopathe de Teddy et cette ostéopathe est formatrice pour moi. Elle a connu la méthode qu'elle a fait passer à Laurent qui a fait passer à Teddy, qui a trouvé que c'était intéressant. Et Teddy est quelqu'un de très dans le ressenti. Il sent que ça fait du bien. Il n'a pas demandé les études, les machins, les trucs. Il a dit, moi, ça me va. J'ai moins mal, je me blesse moins. Donc, il faut faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire pour un petit peu diffuser ça? Premier niveau, un livre. Après, on verra. Et donc, on a fait un livre où il a posé, surtout. Bon, c'est moi qui ai écrit l'essentiel, évidemment, mais voilà. Et on a des textes de médecins sportifs, des grandes fédérations qui expliquent en quoi un bon gainage, ça peut être vraiment un truc fondamental pour tous les sports, en fait. Ouais. Et moi, c'est pour la vie quotidienne aussi, bien sûr. Ouais, oui, parce que quand on porte des courses, quand on... Ouais, tout le temps, se assis à son bureau, on peut se gainer, on peut travailler. Ouais. J'ai fait un parcours santé dans l'appartement, dans le livre, avec le ménage, pour se gainer. C'est quoi pour vous la réussite?
Bon, c'est pas uniquement matériel, parce que je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, non, c'est pas vrai, mais c'est cette sensation d'avoir été utile, de partager des choses, et si je les partage, ça veut dire qu'il y a des gens qui me comprennent et qui, quelque part, ils ne sont pas obligés de m'aimer, mais aujourd'hui, qui cliquent, like, quoi. Donc voilà, c'est sentir que ce qu'on a fait, c'est pas... Ça sert à des gens qui adhèrent, qui suivent, et qu'on on partage et on compte. Et puis aussi, ça c'est peut-être pas la réussite, c'est plus le bonheur, mais de ne pas se lasser, d'avoir toujours envie de découvrir, de toujours rester curieux. Moi, il y a un peu tout qui m'intéresse quelque part. Et d'être complètement en énergie, en vie. Bon, je trouve que j'ai beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance. Et j'ai pas envie de la gâcher, cette chance. J'ai envie d'en profiter. Oui, vous faites, j'ai lu sur votre site que vous faites des expérimentations, notamment sur les Thaïlandaises, où vous avez fait des IRM pour comprendre pourquoi elles avaient un périnée aussi robuste. Oui, j'aime bien aller dans les pays où il reste des traditions, des pratiques manuelles, ancestrales. Et puis en général, je teste sur moi. Je me suis fait habiller en kimono, je suis allée dans le désert marocain, je me suis fait faire des soins traditionnels, le hammam, suite de couches, enfin, souvent ce que je peux en fonction de mon âge. Hein. J'ai jamais pu tester les cups parce que c'était trop tard pour moi, mais l'épaisseur, j'ai testé sur moi dès que je peux, et j'aime bien aller voir ailleurs. Et c'est vrai que les Thaïlandaises, du point de vue du périnée, c'est quand même les grandes maîtresses qui connaissent, qui font des choses incroyables. J'ai beaucoup d'étudiants. Ça fait plaisir à mon âge de voir que les jeunes, énormément j'ai une dizaine de mémoires par an dont je suis promoteur pour des sages-femmes ou des kinés sur des sujets autour des abdos, de la respi, de l'accouchement, et c'est vivifiant parce que on se dit ils sont dans les études, les évidences basiques, ils ramènent tout ça que moi je n'irai pas chercher, ça me casse les pieds, mais c'est bien. On peut en profiter. Ouais. En profiter. Et est-ce que vous avez eu des détracteurs dans tout votre parcours? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Sur bien-être et maternité, peut-être pas, parce qu'il n'y avait pas d'autres livres que Laurence Pernoud. Sur abdominaux, arrêter le massacre, au début, j'ai lu des lettres d'injures de médecins du sport et des détracteurs en me disant non, il faut faire du crunch, du crunch. Mais c'était une époque où il fallait qu'ils prennent leur plume et qu'ils m'écrivent, parce que ça demandait un petit effort. Maintenant, le problème, c'est les détracteurs sur Internet, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Comme je ne suis pas la seule dans ce cas-là, je ne me fais pas trop de soucis, mais c'est pour tout et n'importe quoi. Les gens, il y en a qui ont des arguments, hein, et quand il y a des bons arguments, ça me fait avancer, mais de temps en temps, c'est juste parce qu'ils ont envie de parler d'eux et d'autres choses, et que, du coup, ils disent que non, il ne faut pas faire ça comme ça, il faut commencer par à droite, commencer à gauche, voilà, enfin. Bon, alors, tout le monde me dit c'est la rançon de la gloire. Je trouve cette phrase idiote, mais et puis, ce que je ne supporte pas, c'est le plagiat. Je supporte pas, parce que je peux pas copier, moi. Pour moi, c'est me dévaloriser que de copier quelque chose. Donc, même si je prends des choses, j'invente pas, mais il faut que j'y apporte quelque chose. Pour ça, je supporte très, très mal les plagiats, surtout quand ils comprennent rien, qui reprennent des recettes, et ça me dérange. En obstétrique, il y a des recettes qui sont restées. Ils n'ont rien compris, ils n'ont pas fait l'effort de comprendre. Par exemple, pour accoucher sur le dos, le fait de serrer les genoux, toutes les femmes, au moment où le bébé arrive sur le périnée, serrent les genoux au lieu d'écarter les genoux, et c'est normal.
c'est devenu la position préférée des sages-femmes, c'est sur le dos, les genoux serrés. N'importe quand, ça correspond à rien. Ça, je supporte pas. C'est pas quelque part, ils sont pas détracteurs, ils vont dans mon sens, sauf que ça ne veut rien dire et que ça me dessert. Et ça me dessert auprès c'est les femmes, les victimes à la fin, c'est pas. Voilà. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est des choses qui. Bon. Alors, quand je suis très énervée, c'est mes filles qui me calment. Quand elles sont énervées, c'est moi qui les calme. En disant, laisse tomber, ça va passer. Voilà. Bon, et finalement, voilà, on continue. Ouais. On continue. Ouais. Comment vous le vivez, du coup, quand ça vous énerve Mais parfois, quand même, j'ai du mal. Ouais. Qu'on n'a rien compris, qu'on utilise parfois mon nom, alors qu'on n'a rien compris, ou au contraire, que c'est du copier, mais 100%. Sans aucune référence. Oui, ça me choque parce que personnellement, je cite toujours mon prof de yoga, les gens qui m'ont appris. Je vous ai parlé de Laurence Pernouge. Et ça ne me dévalorise pas de dire qu'il y a des gens qui ont écrit des bonnes choses, quoi. Bien sûr, ouais. Des bonnes choses. Et je ne comprends pas. C'est surtout que je ne comprends pas. Ça me dépasse. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que la petite Bernadette de 6 ans dirait si elle vous voyait aujourd'hui? Je pense qu'elle serait étonnée que je sois médecin, puisque, comme je vous dis, c'était un truc qui me paraissait inaccessible. Cela dit, je ne suis pas vraiment médecin. Bon. C'est des blagues entre nous avec mes filles. Mais bon. Pourquoi? Je connaissais 5 médicaments, parce que j'avais très, très peur de prescrire. Parce que, avec le recul que j'avais, l'âge que j'avais, je regardais le Vidal et je me disais, oh, si je prescris ça, ça risque ça, les contre-indications, les machins. Ouais. J'avais très, très peur. Je connaissais 5 médicaments. J'utilisais toujours les mêmes. Et ils sont tous interdits aujourd'hui. La vérité d'aujourd'hui, c'est l'erreur de demain, en médecine. Et ça n'arrête pas. Et donc, voilà, mes filles me disent, mais t'es pas un vrai médecin. Bon. Mais quand même, je sais pas ce qu'elles diraient. Je pense qu'elle serait contente du côté original, rester original. C'est dans mon ADN, je pense. C'était déjà là à l'époque. Quand on dit que dans la vie, quand on a des choix, on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi vos renoncements à vous? Par exemple, c'est vrai que quand j'ai choisi de quitter les télécoms, alors qu'on me proposait un boulot extrêmement passionnant au niveau intellectuel, c'était de faire le pont entre une école d'application, les télécoms, et l'université. C'est quand même passionnant. Voilà, ça, j'ai regretté d'avoir à renoncer à ça. Après, c'est dans le domaine privé. C'est vrai qu'un divorce, c'est forcément faire du mal à des gens, à des enfants. Et ça, j'ai regretté beaucoup. Obligé de faire du mal alors qu'on n'en a pas envie, ça c'est dur. Mais je ne suis pas Edith Piaf, mais je ne regrette pas grand-chose, finalement. C'est quoi les plus grandes difficultés que vous ayez eu à gérer et comment vous les avez gérées? Justement, les choix. C'est dur de faire des choix parce que un peu tout m'intéresse, entre guillemets. Et encore aujourd'hui, j'ai plein d'idées, je voudrais faire plein de choses. Là, c'est mes filles qui me disent, écoute maman, on se calme, on assure au fur et à mesure. Oui, mais bon, comme j'ai des idées à l'avance, forcément, elles sont trop tôt, donc c'est pas mûr, donc elles ont raison. Elles disent, non mais attends, c'est pas mûr, on a autre chose à faire. Voilà, mais je le vis pas du tout mal, là, parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais oui. Et peut-être que j'ai assez d'énergie pour dire, bon, s'il faut renoncer, pour faire autre chose, pour aller plus loin. Et
je pense que ce qui est insupportable, c'est des gens qui n'ont pas de projet, voilà. Je vais faire quoi? J'ai envie de rien faire. Là, je pense qu'on doit regretter toutes les erreurs d'aiguillage. Bon, moi, je ne peux pas dire que non, j'ai une chance inouïe. Je dis que c'est de la chance, hein. C'est pas que du mérite, hein, c'est de la chance. Mais j'ai jamais été dépressive, jamais. Dans les pires moments, j'ai perdu mon compagnon d'un cancer du poumon, il avait 49 ans. Bien sûr que c'était dur, bien sûr que c'était... J'ai accompagné jusqu'au bout, mais ça ne m'a pas déprimée. Et ça, c'est une chance, hein, parce que les gens, ils ne choisissent pas. Enfin, je ne suis pas de ceux qui disent... Il y a qu'à... Enfin, j'ai une chance que mes enfants, et jusqu'à présent mes petits-enfants, n'ont pas posé de problème majeur. Et quand autour de moi, je vois des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, je ne me dis pas, oui, mais ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Je dis, chacun fait ce qu'il peut et c'est pas des mauvais. Enfin, c'est les gens dont je parle qui sont autour de moi, c'est pas des mauvais, quoi. Au sens vraiment nul, qui n'ont rien à faire de leurs enfants. Et moi, j'ai eu de la chance quand même. Donc, je suis plutôt dans... C'est pas de la positivité béate, mais voilà, je trouve que en tant que senior, on a beaucoup de chance. Ma génération a beaucoup de chance. On n'a pas connu la guerre, on a connu les premiers antibiotiques qui étaient hyper efficaces, les premiers vaccins, ben oui, ben oui. Le plein emploi et quand même une libération qui a coûté la vie à beaucoup, hein, une libération sexuelle malgré tout, il y a eu beaucoup de sida et tout ça, mais quand même liberté de voyager, de sortir de son petit environnement. Je suis fille de notaire, je serai notaire. Non, c'est aujourd'hui, peut tout faire. C'est sûr. Ouais. Ça a été quoi vos peurs pendant votre parcours, notamment quand vous avez repris, vous avez repris vos études pour faire médecine? Les peurs? Ouais. J'aurais pas pu être médecin. J'aurais eu très peur de soigner, de me tromper, de ne pas faire le bon diagnostic. Ça me paraît toujours très compliqué, très difficile. Autant sur le plan mécanique des postures, assez vite, je vois et je dis, ouais, on va essayer ça. Et j'ai cette intuitivité un peu. Autant les maladies et tout. Chaque fois qu'il y a une grippe autour de moi, je ne sais pas à quoi prescrire. Oui, là, je me sens totalement incompétente et l'incompétence, ça fait peur. Oui, des peurs de pas être à la hauteur. Là, aujourd'hui, c'est l'informatique qui me fait peur. Je ne maîtrise pas du tout le matos. Je sais que je n'arriverai pas à rattraper le retard. Bon, heureusement, je suis entourée. J'ai pas vraiment eu peur de faire fausse route parce que je suis dans des choses qui se ressentent. Donc, quand on me dit prouve-le, on me demande tout le temps, prouvez-nous que la position sur le côté pour accoucher, c'est mieux que sur le dos. Eh bien, prouvez-moi le contraire. On ne l'a jamais prouvé. Ben oui. Bon, voilà, ça ne suffit pas, mais à désamorcer, mais quand même. Enfin, quand même. D'où ça vient, ce truc-là? Pourquoi c'est bon? On ne sait pas. Voilà. De quoi êtes-vous la plus fière aujourd'hui? Ouais, peut-être de ce travail d'équipe là, avec les filles. Et quand même, ce qui me rend heureuse, c'est de penser que ça va pouvoir se transmettre au-delà de moi, au-delà de mes filles aussi, parce que c'est de l'éternel féminin, de l'éternelle maternité, et que ma petite contribution dans tout ce chemin va se permettre que ça puisse continuer à progresser. Et ça oui, j'en suis fière. Et je suis fière d'avoir pu le faire avec mes filles. Ouais, c'est une super aventure. Si vous rencontrez quelqu'un demain qui connaît absolument pas votre histoire et qui vous dit qu'en fait vous n'en êtes là que grâce à de la chance, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Euh, je n'irai pas que j'ai eu de la chance. Et pour être au bon endroit au bon moment, hein, entre guillemets, avoir une santé de fer. Mais cette santé de fer, par exemple, ma mère m'a toujours dit, c'est maintenant que tu construis ta santé, dans l'enfance. Et j'ai vécu une enfance, pas de stress, pas de rythme fou, j'ai mangé plus que ça, et tout était bio et pour cause, etc., etc. Donc oui, il y a de la chance, mais il y a, ben voilà, j'ai construit ma santé, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma mère. J'ai valorisé mes atouts. On a tous des atouts. J'ai vraiment essayé de valoriser mes talents, comme on dit, si on est un petit peu religieux, une histoire comme ça. Les talents, oui, j'en ai eu beaucoup, c'est vrai. Mais je les ai valorisés. Vous avez su exploiter vos talents parce qu'en fait, on a tous des talents. Là, j'ai créé récemment un programme qui permet aux personnes de trouver leur mission de vie. Parce que grâce aux interviews, je me suis rendu compte qu'on a tous une mission de vie et quand on est au bon endroit, au bon moment, et bien en fait, tout ça s'aligne et en fait on a tous des talents, c'est juste qu'on n'en est pas forcément conscient et que quand on n'en est pas conscient on les exploite pas et donc du coup forcément il se passe pas ces belles choses qui pourraient se passer. Alors je vais raconter juste une petite anecdote, parce que faut peut-être s'arrêter, mais bon, dans mon boulot j'avais un collègue Kefelec, qui est le frère de l'auteur, qui était un ingénieur très scientifique et qui me dit qu'il connaît un astrologue qui est extrêmement scientifique et venant de lui, ça m'a étonnée, ça m'a curiosité, je suis allée le voir et à l'époque, j'ai eu du mal à avoir mon premier enfant. Je ne le voulais pas tout de suite à 20 ans, il n'y avait pas la contraception, donc j'ai vécu tous les fins de mois à stress au début, puis après quand j'en voulais, il ne venait pas. Et donc, voilà, il fait mon thème. Et puis, il me dit, bon, est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent? Et je dis, bah oui, la maternité. Et là, il éclate de rire. Il me dit, votre thème, c'est que ça. Professionnel, personnel, c'est la maternité, c'est votre thème. C'est quand même étonnant, quelque part. Puisque c'est à la fois moi, mes filles, à travers la maternité. Enfin, tout tourne autour de ça. C'est sûr. Voilà. J'ai 3 dernières petites questions avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui? Oui, c'est peut-être de croire en soi. De croire en soi et de ne pas se laisser influencer par des choses qui finalement sont des choses qui véhiculées, on ne sait pas pourquoi, par des gens mais qui ne nous concernent pas. Ça, c'est vraiment aussi le thème d'un de mes l'avant-dernier livre, Féminité, maternité, comment les femmes sont manipulées. Et à cause de l'enfant, il y a beaucoup, beaucoup de manipulation. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On ne s'écoute pas. Et là, je trouve que si on n'est pas soi-même, de toute façon, on ne peut pas vraiment réussir. Il faut aller dans ce pourquoi on est fait. Et il faut y aller. On est bien d'accord. Quels sont vos prochains défis? Oh là là, j'en ai un, j'ose à peine le dire, j'ai un peu honte. Je suis persuadée qu'on peut mourir heureux. Et j'ai envie de mourir heureuse. Ça fait bizarre quand on dit ça. Je vais peut-être choquer des gens qui sont peut-être concernés directement et qui vont me dire non, c'est pas possible. C'est intuitif. Je pense qu'il y a un moment, j'ai quand même vu en gériatrie, j'ai fait beaucoup de gériatrie dans mes études, des gens qui étaient paniqués, qui étaient très très mal, et j'en ai vu qui sont partis extrêmement sereins. Apaisés, ouais. Apaisés, en disant j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Et je rêve un peu de ça. Ouais, c'est un beau défi. La maladie, l'accident, on ne sait pas. Bien sûr. À qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À ma mère. C'est sûr. D'autres personnes, mais la première, c'est ma mère, et qui m'a dit toute petite,
Il te faut ton indépendance. Quoi qu'il arrive, il te faut un papier, un diplôme. Et vraiment, j'aurais pu, je me suis mariée, je fais un très beau mariage avec un très beau parti, à une époque où on aurait pu ne pas travailler, ne rien faire. Et je la bénis un peu tous les jours. Et puis, elle a tellement su s'adapter. Elle a tout, parce qu'elle s'est retrouvée dans cette ferme. Sauf la mort de mon frère qui a vraiment changé beaucoup de choses. Mais elle a survécu, mais je veux dire, même mentalement. Mais bon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Et voilà. Et il y a quelques personnes comme ça. La sœur de mon père, ma tante, qui a vécu son grand amour, qui est partie à 16 ans rejoindre un berbère, parce que son grand-père était militaire et il avait un soldat, et qui s'est marié contre tout le monde, toute la famille, avec un berbère, qui a eu 6 enfants et qui a magnifiquement réussi sa vie, qui n'a pas renoncé à elle-même en étant... C'est très intéressant ce qu'elle a fait. Elle aussi, je l'admire beaucoup. Et dans les personnes officielles, entre guillemets, enfin, que je n'ai pas connues, mais il y a quelqu'un qui m'a toujours impressionnée, c'est Françoise Giroud. Parce que c'est une petite bonne femme, mais qui est restée droit dans ses bottes jusqu'au bout, à la fois sentimentalement, et voilà, et j'aime bien. Un grand merci Bernadette, et puis à très vite, j'espère, dans la vraie vie et pas derrière un écran. Merci, on a été très bavardes. Hein. Oui. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous retrouverons Camille, la grande gagnante du meilleur pâtissier, pour notre 3e rendez-vous. Encore un super moment. Et si vous voulez plus d'informations sur le livre, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. À jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.